Isco, allez vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et toutes, on se retrouve pour un nouveau débrief. Monaco recevait au Louis II la SSE, Monaco avait besoin de points et Monaco s'est imposé 3-1. Et avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Arthur et Damien. Salut messieurs. Salut. Salut à tous. Bon, une victoire qui fait du bien, Damien, et je vais te demander tes 3 points. Ouais, une victoire qui fait du bien, puisque c'est seulement la deuxième de cette saison quand même. Hein. C'est pas comme si on les collectionnait depuis le début de saison, et puis qui permet enfin de remonter un petit peu au classement. Voilà, donc effectivement, c'est la bonne chose. Du coup, mes 3 points. Le premier, c'est Volland, le retour. Enfin, en tout cas, le retour un petit peu du tueur de la surface de réparation, parce que voilà, on avait connu l'an dernier un joueur extrêmement réaliste dans la surface, et on avait son frère jumeau depuis le début de saison à ce niveau-là. Là, voilà, il a ouvert le score aujourd'hui et il a inscrit un but. Avec une action dont on sait que voilà, l'an dernier c'était quelque chose justement qui laissait pas passer, donc on a retrouvé cette efficacité là pour lui, donc c'est une très très bonne chose. Il y a aussi en plus une très très belle passe pour Ben Yedder sur le 3e but en plus, donc un Volland un peu retrouvé ce soir, ce qui fait plaisir. Le deuxième point, c'est que au même titre qu'un Volland retrouvé, j'ai trouvé en deuxième période en tout cas, offensivement, une équipe qui avait un peu plus le visage de celle de l'an dernier. Alors évidemment, c'est loin d'être parfait. Il y a encore un poteau pour Saint-Etienne en deuxième période. Donc c'est pas comme si on n'aurait pas pu se faire punir quand même à un moment donné, mais dans le pressing, dans les intentions, dans les enchaînements, j'ai retrouvé quelque chose qui était plus proche de l'an dernier, et donc ça m'a un peu rassuré, un peu. Je dirais pas non plus complètement. Et puis le troisième point, voilà, je parlais du poteau, c'est quand même l'homme du match, ce poteau-là. Le poteau l'arrête. Voilà, il a été sollicité à 4 reprises dans cette rencontre quand même, ce qui est pas mal. Et surtout à 3 reprises pour nous. Puisque vu que notre gardien lui est incapable de faire le moindre arrêt, il faut bien que quelqu'un les fasse. En l'occurrence, c'est le poteau. Voilà. Bon voilà, merci de nous avoir écoutés. Le débrief est donc fini après ces 3 points de Damien. Non, plus sérieusement, Arthur, tes 3 points en essayant d'être un tout petit peu plus rapide. Non, tu demandes à Arthur, je te rappelle. C'est pour ça que je le lance en n'étant pas serein non plus. Là, juste mettre le doigt sur les faits de jeu qui ont été favorables pour nous. Tout a été justifié, mais il y a quand même 3 poteaux, une expulsion de leur gardien, un péno pour nous sur une main un peu venue d'ailleurs, le non-rouge de Sidibé, donc on s'en sort bien. Mon deuxième point, c'est plutôt positif, c'est qu'on a marqué 3 buts à domicile, et surtout nos 2 buteurs phares ont marqué, Volland et Ben Yedder. Son premier but dans le jeu à Ben Yedder d'ailleurs, en championnat. Oui. Et puis voilà, mon cœur saigne, le Clermont Foot a pris une branlée ce soir, 6-0 à Rennes. C'est mon chouchou pas bon de la saison, sous le choc, mais on les retrouve dimanche en Auvergne, donc pas de pitié malgré tout. Il va falloir aller gagner là-bas pour pouvoir enchaîner. De mon côté, les 3 points, le premier point, c'est les 3 points justement qui font du bien, évidemment. Très bonne opération comptable, on en avait besoin. Le second point, c'est Volland qui se réveille, on peut l'espérer. L'année dernière, il avait mis également un petit peu de temps à se mettre en route et ça s'était passé peut-être un poil plus tôt. Bon là, il aura fallu attendre la fin septembre, mais espérons que la machine soit lancée et qu'il termine
avec des statistiques à 2 chiffres dans les 2 catégories, passes et buts, la fin de saison. Et mon dernier point, parce que c'est un petit peu mon running gag, hein, c'est la défense et les boulettes. Voilà, le retour des très très grosses boulettes. Il y en a eu une très très belle quand même ce soir, dont on va pouvoir évidemment longuement parler. La compo, Damien, Kovac l'avait fait un petit peu tourner. Bon, il manquait Maripane, hein, qui était absent du groupe. Il manquait aussi Jacobs, mais c'est un peu moins important. Qu'est-ce que tu as pensé sinon de cette compo? À noter la non-titularisation de Tchouaméni, qui jusque-là avait débuté tous les matchs. Ouais, justement, c'est ça. On en parlait après le match de Nice, où il avait été titulaire sur chaque début de match, sur chaque match. Et là, effectivement, il a été remplacé par Matarazzo, qui était donc à côté de Fofana. Écoute, moi, cette défense, l'absence de Maripane, voilà, c'est consécutif à son coup pris à Nice. Hein. Il était sorti d'ailleurs remplacé par Pavlovic dimanche. Donc, moi, la compo, elle me paraissait assez cohérente. En tout cas, il y avait le retour donc de Volante. Il y avait Sofiane Diop qui était également de retour. Donc ça indiquait que Gelson et Golovin étaient sur le banc. Et puis on avait la petite surprise Boadou quand même devant à la place de Ben Yedder. Ce qui est j'allais dire un peu dommage. Non, oui et non. C'est vrai que je préfère toujours débuter un match avec Ben Yedder de toute façon. Mais c'est important pour Boadou quand même aussi de prendre ses marques, de jouer un peu plus. Voilà, il faut lui aussi qu'il débloque son compteur à un moment donné, qu'il y arrive. Donc il faut aussi lui donner un petit peu de temps de jeu, lui montrer qu'on lui fait confiance quand même. Donc voilà. Arthur, l'analyse également de cette compo, pas de grande surprise de ton côté? Non, je regardais là le visuel, j'ai plus l'impression que c'était un 4-4-2, moi personnellement, à plat, avec un Sofiane Diop à gauche, Diatta à droite, et j'avais l'impression quand même qu'on avait Sidibé plutôt en position de latéral, et c'est ce qui me chagrine un peu, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue dans cette config, on ne s'en sort pas. Donc j'aimerais bien finalement, contrairement au tableau noir, voir un petit peu plus cette organisation. Mais sinon, oui, turnover, content de voir Boadou aussi un petit peu en pointe. Ouais, après, pour ce qui est du schéma, c'est vrai que c'est toujours un peu pareil. C'est position offensive, position défensive. Moi, ce que je vois malgré tout, c'est que les trois sont quand même toujours derrière en ligne. C'est eux qui font la relance. Alors que Caillot ne s'en occupe absolument pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, juste inversé par contre Fofana et Matarazzo, puisque c'est vrai qu'habituellement, Fofana est là, vu que c'est Tchouaméni qui est plutôt sur la droite du milieu de terrain. Et puis offensivement, t'as souvent quand même ce truc en 3-2-5, donc voilà, ça bouge. Voilà. C'est pour ça. C'est peut-être parce qu'on n'a pas vu Caillot, en fait. C'est peut-être ça qui m'a... Ouais, et puis c'est aussi parce que moi, le visuel, il est prêt, il est comme ça va plus vite. Ça va plus vite. De faire comme ça. Le match, Damien a proprement parlé. Alors, 5 premières minutes plutôt conquérantes des Monégasques. Ouais. Alors, il s'est pas passé non plus 150 choses, mais Diatta se met en bonne position de frappe. Il y a également une tête au second poteau de Boadou, peut-être. Je ne peux plus trop souvenir exactement de qui l'a fait. Mais ensuite, Saint-Etienne va tout doucement mettre le pied sur le ballon. Ils vont se procurer plusieurs situations et surtout toucher les montants, dont 2 fois de manière très très rapprochée. Voilà, c'est ça, voilà, t'as bien résumé. Il y a 5 bonnes minutes de notre part, et puis derrière, on commence à laisser un peu le ballon. C'est Nordin, je crois, qui a une première occasion. Ensuite, effectivement, il y a 2 poteaux consécutifs autour de la 10e minute de jeu. Donc, c'est Kazri, et ensuite, c'est Bouanga, voilà, qui frappe sur le poteau. Donc ouais, effectivement. Et puis en fait, on va arriver jusqu'à la demi-heure de jeu. On est sur 20 bonnes minutes qui sont quasiment à sens unique pour Saint-Etienne en fin de compte. On n'existe plus, quoi, comme dirait Boris. On se fait tourner, quoi, par le 19e de Ligue 1. Ouais, c'est vrai que Arthur, c'était pas glorieux, hein, face à une équipe de Saint-Etienne qui est dans une situation très très compliquée.
Ouais, c'est ça, ça reste Saint-Étienne, mais bon, on a l'habitude qu'ils nous emmerdent quand même pas mal chez nous ces dernières années. Mais on a senti que sans être trop au pressing, Saint-Étienne ils nous ont beaucoup perturbés. La défense, on l'a senti vraiment pas sereine d'entrée. Et j'ai trouvé qu'on avait des joueurs très agressifs, mais dans le mauvais sens du terme. Puisque dans les duels, on était souvent en retard et on faisait pas mal de fautes. Et puis, il y a ces deux poteaux, comme vous l'avez dit tous les deux, qui viennent un peu de nulle part. Hein. Kazri, c'est un centre. Derrière Bouanga, il se retrouve avec le ballon, il tente parce qu'il est tout seul. Donc voilà, clairement, on s'en sort très bien après ces 20 premières minutes de jeu. Hein. Et finalement, Damien, alors, contre le cours du jeu, ça peut-être un petit peu sévère de dire ça, mais c'est pas complètement faux non plus. Monaco va ouvrir le score, une bonne intervention de Dizazi, une bonne déviation, alors fait exprès ou pas évidemment, de Crépin Diatta pour Fofana, et Voland, comme on l'a dit tous les deux dans nos points, on retrouve le Voland efficace, le Voland qui n'a pas besoin de 250 occasions pour crucifier le gardien. Alors justement, tu le dis bien, contre le cours du jeu, c'est vrai que autant sur le match, je pense quand même qu'on mérite la victoire. Autant sur l'ouverture du score, je pense que pour moi, vraiment, c'est la réflexion que je me faisais, c'est qu'on a ouvert le score contre le cours du jeu, hein, parce que clairement, on avait disparu. Donc voilà, on profite quand même en trois passes pour remonter le terrain, en 3 coups de cuillère à peau, hop, on est devant le but, et effectivement, Voland qui marque. Alors, sur ce but, quand même, j'étais à 2 doigts de le déglinguer, Voland, parce que quand je vois quand même sa première touche, la première touche, elle est quand même catastrophique, hein, il faut quand même le dire, elle est très mauvaise, c'est ni un contrôle, ni une touche de balle pour bien s'amener le ballon, elle est catastrophique, elle lui fait perdre un petit peu l'avance et l'espace qu'il avait réussi à mettre entre lui et son défenseur. Et là, clairement, il y a le défenseur qui fait une grosse erreur de jugement aussi, hein, pour moi, parce qu'il tergiverse, il doit y aller en fait, et puis il y va pas, et finalement le laps de temps que Voland a perdu sur sa touche de balle, il le gagne grâce à l'hésitation du défenseur, et derrière il enchaîne vite et il met une bonne grosse frappe sous la barre. Donc ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu Voland dans ce type de position, et en général, voilà, ça faisait mouche, quoi. Donc ouverture du score contre le cours du jeu, mais du coup derrière, avec cette ouverture du score, finalement, on se rend compte qu'on part sur un vrai temps fort monégasque. Justement, temps fort monégasque et Arthur, et peut-être au final, oui, le tournant du match, même si on va se faire peur un petit peu, cette exclusion de Green, bon travail de Diop qui lance bien Boadou, qui se fait découper par le gardien stéphanois, alors qu'en plus il était passé, il s'était ouvert le chemin du but. Alors on se rappelle, à la première journée, il y était arrivé aussi, il n'avait pas réussi à trouver le cadre derrière. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette action, le rouge est logique, et noter surtout la belle ouverture de Diop. Ouais, elle est peut-être déviée cette ouverture de Diop, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte vraiment plus tard, mais c'est vrai que pour le coup là, il n'y a rien à dire sur le carton rouge, puisque on voit bien que Boadou n'a aucune raison de tomber. C'est pas un assassinat non plus de la part de Green, mais j'étais limite partagé, parce que c'est sûr que que l'adversaire prenne un rouge, se retrouve à 10, c'est plutôt un bon scénario pour nous. Mais malgré tout, j'aurais bien aimé voir Boadou, pourquoi pas inscrire son premier but, même s'il n'était pas fait, hein, attention, son but. Hein. Mais un petit peu frustré, mais quand même, bon, il n'y a rien à dire en tout cas sur le carton rouge. Il n'y aura pas débat, contrairement à ce qu'on a vu ce week-end. Donc, et puis bon coup franc derrière, quoi. Oui, derrière, coup franc tiré par Sidibé, pas trop mal tiré, mais sans prise de risque non plus. Jeune gardien qui vient de rentrer, qui la sort bien, mais malheureusement, Damien, et c'est une habitude, Monaco qui doit avoir le match en main à ce moment-là, va se tirer une balle dans le pied, un petit peu comme d'habitude. Alors c'était ma petite métaphore qui a beaucoup plu à Boris du week-end sur notre défense, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Et là, on est tombé sur la protection de ballon calamiteuse. Je me prends le pied tout seul dans la pelouse, et derrière, je me tiens la cheville pour faire croire que je me suis fait mal. Donc je n'assume pas en mal au plus, gusto, tu sais. Ouais, je n'assume pas ma connerie. Et bon, et tout. Puis derrière, je peux te laisser raconter le but où Caillot et Nubel sont, on va dire, moyens. Ouais, c'est
comme on dit, c'est la meilleure, c'est la spécialité Jeff de Bruges. Hein. Ah ouais, là, Mais, c'était... voilà, un must-have. Mais ouais, donc c'est Bouanga qui va marquer. Un Bouanga qui a fait une belle première période, qui a mis aussi beaucoup en danger Caio Henrique, qui l'a vraiment mis en difficulté. Et effectivement, ouais, le ballon, il est complètement. Enfin, il n'y a pas vraiment de danger, mais sauf que Badiachil il est incapable de protéger correctement le ballon. Il fait une vraie cagade. Et donc c'est Crasseux qui en profite pour centrer et récupérer le ballon et centrer au second poteau. Donc là on a Bouanga qui fixe un peu Caio et il frappe. Nubel alors il frappe même de l'extérieur, je crois, il le prend un peu extérieur du pied. c'est un extérieur pointu. Ouais. Ouais, la trajectoire est un peu flottante. Elle arrive vite aussi quand même, il est fort le ballon et Nubel est assez réactif sur le coup, mais il n'est pas assez proche, je crois. Je pense qu'au départ de l'action, il doit être un peu masqué à mon avis aussi par Caio Henrique. Il me semble même, je suis pas sûr, qu'il doit la toucher ou au moins l'effleurer. Il n'est vraiment pas loin. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est encore un arrêt qu'il ne fait pas dans tous les cas. Et donc ça fait à ce moment-là du match poteau 3, Nubel 0. C'est ça. N'hésitez pas à répondre au sondage qu'on a fait sur Twitter. Qui fera le plus d'arrêts cette saison entre le poteau et Nubel? Je crois que dans le chat, il y en a un qui est à peu près sûr, hein, parce que vu comment il enchaîne les messages sur ce pauvre Nubel depuis tout à l'heure, il n'y a pas trop de... Je crois qu'il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Bon, le score à la mi-temps est de 1 partout. À noter, et bon, on en parlera un petit peu après évidemment aussi, que on a failli nous aussi être à 10. Personnellement, j'aurais trouvé ça un petit peu sévère, mais pas non plus complètement délirant. Sidibé qui avait déjà pris un carton jaune, qui joue un petit peu avec le feu en faisant une faute un petit peu inutile sur un Kazri qui aura passé certainement plus de temps au sol que sur ses appuis pendant l'intégralité du match, et très très énervant, hein, comme à son habitude. Mais Arthur, c'est vrai que s'il y avait eu rouge, enfin en l'occurrence second jaune, il n'y aurait pas non plus eu scandale. Ah non, alors je me souviens plus de son premier jaune, mais en tout cas sur la faute qu'il fait sur Cazorla juste avant la mi-temps, le jaune il pourrait être complètement logique. Hein. En plus, dans le contexte où, même si c'était justifié, Green avait déjà pris un rouge, tu sais, hein, la compensation, inconsciemment, elle existe toujours un peu. Hein. Donc là, on s'en sort quand même pas trop mal, et je pense que Kovac l'a très bien compris, puisque Sidibé n'est tout simplement pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps. Tout à fait. La seconde mi-temps, donc Damien qui débute, Sidibé qui cède sa place à Ruben Aguilar et Matazzo également, qui laisse sa place à Golovin, donc un Golovin qui va donc jouer un petit peu plus bas qu'à l'habitude, quand même un choix somme toute offensif. C'était plutôt logique de procéder à ces changements parce que Matazzo également n'avait pas fait une prestation de qualité. Pas incroyable. Après, je pense que voilà, il y a la sécurité par rapport à Sidibé qui passe à 2 doigts de la correctionnelle, hein, sur la fin de mi-temps, parce que lui aussi aurait pu très bien se faire expulser. Et je pense que l'idée, c'est aussi de faire un choix un peu plus offensif, parce qu'il sent bien que... Alors, la première période pourrait effectivement donner l'impression qu'on n'a pas été... archi dominateur face à Saint-Etienne, mais voilà, je pense que, à mon avis, Kovac doit sentir que s'il pousse un peu, si l'équipe pousse un peu plus, Saint-Etienne peut craquer assez vite aussi. Donc je pense qu'il fait un choix, mine de rien, un petit peu risqué en faisant rentrer Golovin à la place de Matazzo, en essayant d'aller chercher un peu plus de maîtrise du ballon, et d'essayer de faire un peu plus mal aussi. Voilà, c'est un peu comme on dit des fois quand en Formule 1, it's hammer time, à propos de Hamilton. Voilà, c'est le moment d'enfoncer le clou, quoi. Donc je pense qu'il a un peu senti ça, et finalement je crois que son choix a été aussi payant. Oui, au final son choix a été payant. T'en parlais dans tes points, c'est vrai que la seconde mi-temps est quand même de bien meilleure qualité. Alors on va se faire peur, hein, parce qu'évidemment on arrive toujours à se faire peur sur un nouveau poteau. Personnellement, j'ai plus envie d'incriminer Dissassi sur le coup, qui quand même fait une passe
Une très mauvaise passe à Fofana qui est dos au jeu alors qu'il y a un mec qui arrive plein badin derrière lui, donc il le met clairement dans la merde. On est sauvé par le poteau. Et puis il va y avoir, Arthur, cette faute de main un petit peu surréaliste du défenseur stéphanois qui nous rappelait. Alors toi tu parlais d'un Schillaci, Damien. C'était lors de quelle rencontre? C'était Monaco-Nice en janvier 2004 où on fait un partout et Schillaci qui fait cette grosse main sur un coup franc dans la surface. Pareil, il tend le bras et du coup ça donne un penalty à la 94e, donc super, tu mènes 1-0 et voilà, t'es bien content quoi. Là la réalisation c'est arrêté sur Bouanga et pour le coup je n'ai absolument pas compris. Là, je me suis dit, bon, on va attendre quand même de voir la vidéo, ça va regarder tout ça. Et puis, effectivement, c'est Kolo Chiesa, je crois, qui fait la main. Il fait une belle main et il n'y a rien à dire. Il a la main en l'air, ça empêche le ballon d'aller sur la tête d'un Monégasque. Donc, le penalty, clairement, ça fait partie de ces fameux faits de jeu. Il tombe du ciel. Et. Donc, pour une fois que c'est pas nous. Voilà, non, mais c'est sûr. Donc, on prend, surtout après c'était peu de temps après le poteau, 3 minutes après seulement, le poteau de Bouanga. Ouais. Et donc après, il y a eu ce petit épisode assez rigolo à suivre, où sur le coup, j'ai eu un petit peu de mal à me positionner, parce que Diop avait le ballon, et puis Ben Yedder est sorti du banc. Et quel est ton avis alors? Est-ce que oui, il devait tirer ou pas ce penalty? C'est facile à dire après qu'il l'ait parfaitement bien tiré, donc ça me semble logique. Oui, voilà. Tu t'es dit quoi sur le moment, évidemment, pas après. Je pensais que Diop le tirerait quand même. Il avait le ballon en main, il était devant le point de pénalty. Voilà. Mais vu l'entrée de Ben Yedder, très vite, on a compris qu'il allait prendre ses responsabilités. Après, tant que c'est dedans, j'ai envie de te dire, tant mieux. De ton côté, toi, Damien, t'étais plutôt contre le fait qu'il tire, je crois. Je sais pas contre, mais je trouve que c'est peut-être un peu risqué en tout cas. Enfin, un joueur qui entre comme ça en jeu, il n'est pas encore vraiment dans le match à mon avis. Donc c'est forcément une prise de risque que tu prends. Après, on pourrait dire pareil si c'est un mec qui a disputé déjà 60 minutes de jeu, qui a peut-être perdu un peu en lucidité, qui vient le tirer aussi. On pourrait aussi me rétorquer ça. Donc c'est vrai que ça c'est un peu étonnant quand même, parce que voilà, il est pas. Il y a besoin de rentrer aussi dans le match à un moment donné, de se mettre dans le truc, d'être parfaitement chaud, entre guillemets, comme on dit. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu étrange quoi, de voir ce genre de choses. Ça me fait penser un peu, tu sais, comme les kickers au foot américain ou les punters. Tu vois, ils arrivent comme ça, ils sont là, hop, un coup de pied, on leur a rien demandé pendant 30 minutes, et puis d'un seul coup, il faut qu'ils y aillent. Quoi. C'est un peu étrange. Tu vois, comme... Déjà, ils auraient pu... Le changement aurait pu avoir lieu après, finalement. Donc, tu te dis s'il applique le changement maintenant. Bon. Mais c'est vrai que Ben Yedder, pour le coup, j'avais l'impression qu'il avait vraiment la tronche du mec qui allait marquer son péno. Tu vois, on est dans une phase quand même où on n'a pas une équipe en grande confiance. Ben Yedder, on l'a vu faire des grises mines. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il avait vraiment la tête du mec qui était sûr de lui. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça logique, et c'est ce que également je disais dans la conversation, c'est que sur le terrain, il n'y avait pas non plus d'autres vrais spécialistes. Alors peut-être que s'il y avait eu Monsieur 600K sur le terrain, il aurait pu le tirer. Encore faut-il qu'il soit sur le terrain. Mais toi, je prenais l'exemple à l'époque, si on avait eu Fabinho et Falcao étaient rentrés, évidemment qu'on aurait dû faire tirer Fabinho. Mais là, dans les circonstances, je trouvais ça assez logique quand même que Ben Yedder prenne le ballon. Globalement, quand même, il les tire très bien. Et d'ailleurs, celui-là n'a pas été raté. Voilà. Donc Monaco mène 2-1 à ce moment-là, et Monaco derrière va globalement dominer la rencontre. Damien, on va réussir à aller chercher le 3e en toute fin de rencontre, mais il y a eu d'autres situations qui auraient pu faire mouche. Golovin à 2 reprises. Une fois, c'est le gardien qui se détend bien. La deuxième fois, c'est une reprise de volée un peu compliquée qui finit petit filet. Diop, on aurait tous aimé qu'il marque son petit but, parce que c'est vrai qu'il s'est quand même pas mal mis en évidence ce soir, et on en parlera dans la catégorie suivante.
Mais finalement, Damien, c'est Ben Yedder qui va réaliser un doublé. Et peut-être même le plus important là-dedans, c'est que c'est sur une passe décisive. J'ai le cerveau... J'ai le cerveau en biais. Non, c'est sur une passe décisive, évidemment, de Kevin Folland. Donc ça, je pense que c'est un point très important de la rencontre de ce soir. C'est que peut-être qu'enfin, l'attaque, en tout cas les deux, se sont réveillés, se sont retrouvés ce soir. Ouais, ils se sont retrouvés. C'est vrai que on a souvent beaucoup parlé en plus de cette association de Volland-Ben Yedder qui, on va pas se mentir, nous a jamais non plus complètement transporté ou nous a donné l'impression que c'était la connexion était forcément était forte entre les deux, quoi. Ils ont deux profils peut-être un peu similaires. C'est sûr que c'est pas Falcao ou Mbappé, où vous avez vraiment deux profils très différents. Oui. Ouais, ou même Slimani Ben Yedder, encore une fois, enfin, tu vois, pour revenir à plus récent encore. Mais voilà, c'est vrai que. Pour le coup, un geste décisif d'un de ces deux joueurs envers l'autre, c'est plutôt rare et du coup, ça fait plaisir, justement. Donc, c'est bien de le souligner. Je pense que c'est important que, voilà, en plus de cette victoire, il y ait vraiment nos deux attaquants phares qui soient concernés, qui soient impliqués dans chacun de ces buts. Que ce soit à la passe ou à la finition, et donc du coup c'est quand même vraiment très positif à ce niveau-là pour que l'attaque se remette au niveau où on l'attend, parce qu'on en parlait dimanche dernier, voilà, toi tu disais que on faisait trop de cadeaux, que le problème c'était pas devant, c'était derrière. On peut quand même dire que jusqu'à présent, devant, c'était loin d'être fameux, et à part un match ou deux où on avait mis 2-3 buts, le reste du temps, on était quand même vraiment à la peine aussi pour marquer sur la plupart des matchs du début de saison, en championnat en tout cas. Donc voilà, là, c'était moyen devant, mais dramatique derrière. Voilà. Ouais. Donc là, effectivement, j'ai l'impression, j'ai eu le sentiment de revoir un peu le match de Strasbourg où effectivement c'était dramatique derrière. C'est quoi, on avait gagné 3-2 ce match-là. L'an dernier, on était à peu près à la 5e ou 6e journée, quelque chose comme ça. Effectivement, le match avec les deux cartons rouges. Avec les deux cartons rouges. Ouais, et il y a aussi, il y a quand même devant une connexion Volland-Ben Yedder, en tout cas une association qui avait bien marché ce jour-là aussi. Je sais pas, j'ai le sentiment d'avoir peut-être vu un peu ça, donc est-ce que ça peut lancer quelque chose? Je sais pas. On verra. En tout cas, Monaco s'impose 3-1, ça fait du bien, ça nous permet de remonter au classement, c'est pas vraiment l'intérêt, mais en tout cas de marquer des points. Comme le dirait Boris, on a pris 2 points à Bordeaux et 3 à Brest. Voilà, c'est la bonne opération. Et 3 à Clermont aussi. Ouais, et 3 à Clermont, mais ils sont devant nous encore, malgré tout. Bien sûr. Et 3 qui mènent à Lyon à la mi-temps. Ça c'est une très belle information, Arthur. Et les pauvres Lyonnais. Et Paris qui est tenu en échec à Metz, et Marseille aussi est en train de faire nul pour l'instant. Et Nice perd 1-0. Le plan se déroule parfaitement. Ouais, ok. Donc on en reparle dans 45 minutes quand les 4 auront Nice gagné. est en train de perdre d'ailleurs, je tiens à le dire. Ah oui, il venait de le dire. Ouais. Il venait de dire 1-0. Bon voilà. Voilà pour ce qui en est de la émoji tortue, tout à fait. Voilà pour ce qui en est de la rencontre. On va maintenant passer au top et flop. On va commencer par les tops. On en a choisi 3. Je sais pas, moi personnellement, le vrai top pour moi c'est Fofana, que j'ai trouvé en l'absence de Tchouaméni, omniprésent au milieu de terrain, à la récupération, intéressant même offensivement. Il n'a toujours pas marqué, il a touché le montant. Voilà, sur une très belle frappe en plus. Encore une fois, sur le poteau de la seconde mi-temps, je l'incrimine pas. Pour moi, c'est Dizazi avant tout qui le fout dans la merde. Donc, quoi d'autre à ajouter sur lui, Arthur ? Non, on est souvent attentif, c'est vrai, à Fofana, puisque c'était même dans les pronos, savoir s'il allait marquer un but cette saison. Ça se rapproche, honnêtement. Maintenant, il arrive à cadrer. Là, la frappe est magnifique, honnêtement, il n'y a rien à dire. Après, effectivement, il fait la passe décisive sur le premier but et costaud au milieu. Il surnageait quand même tout seul lors de la première mi-temps. Mais voilà, il fait un bon début de saison quand même, Fofana. On le voit moins parce qu'il joue moins, il y a le turnover. Mais voilà, c'est à suivre pour la progression, quoi. Damien, Sofiane Diop, je crois que toi, tu avais plus ton petit chouchou du soir, c'était un peu plus lui.
Ouais. Après, Sofiane Diop, je l'ai trouvé quand même vraiment dans les bons coups aujourd'hui. Pas forcément décisif, mais vraiment omniprésent. Enfin, on l'a vu côté droit, on l'a vu côté gauche. Enfin, il a souvent permuté. Donc c'est vrai que voilà, je trouve qu'il a beaucoup accompagné quand même l'offensive et l'attaque. Donc je trouve qu'il a vraiment fait du bien. Il y a toujours beaucoup dans le timing, il est toujours très bon pour faire le bon choix offensivement. Même si on peut regretter un peu de déchets, un peu beaucoup même de déchets, parce qu'il y a quand même 28 ballons perdus, ce qui est quand même beaucoup, et une précision à la passe qui est pas exceptionnelle ce soir, 68%. Il a quand même fait beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un joueur qui prend aussi des risques, et quand il le fait, en général, voilà, c'est quand même souvent le bon choix qui est fait. Donc voilà, il y a une bonne passe sur, je crois que c'est dans ces 5 premières minutes là du match, sur Boadou, qui se viande totalement sur le contrôle. Mais voilà, ce genre de passe, voilà, c'est quelque chose qui peut amener aussi une bonne situation derrière. Et c'est pour ça qu'il y a quand même de bonnes choses à retenir sur son match ce soir. Enfin, pour le troisième top, on a hésité entre les deux attaquants. Personnellement, j'étais un peu plus sur Folland parce que le premier but est important et peut-être un petit peu plus compliqué que le penalty de Ben Yedder. Ben Yedder marque un doublé, Folland un but, une passe. Bon, on est plutôt du coup au final parti sur Ben Yedder. Arthur, c'est vrai que son second but est un très joli but, tout en maîtrise, tout en contrôle. Ouais, c'est là où on l'attend. On sait qu'il est bon là-dessus, et c'est malheureusement des situations qu'on avait de moins en moins l'habitude de voir ces dernières saisons, enfin l'année dernière en tout cas, et en ce début de saison. Mais au-delà de ces deux buts, comme on disait tout à l'heure, il est rentré avec une certaine détermination. On avait l'impression que le mec était quand même bien en confiance. Il a pris le péno. Dans le jeu, je l'ai trouvé plutôt intéressant aussi. Ça a contribué aussi à la plutôt belle deuxième mi-temps de Monaco. Je mets aussi Golovin là-dedans pour son apport technique. Mais voilà, j'ai senti un Ben Yedder leader ce soir. Et on lui reproche souvent d'être un peu ronchon, de ne pas dégager une certaine confiance. Donc là, ce soir, j'ai bien aimé. Ouais. À noter qu'il compte autant de buts qu'un certain Valère Germain en Ligue 1 aujourd'hui. Ouais, qui a bien doublé ce soir, Valère. Voilà. Ah non, pas le il tirait pas les pénaux, il tirait pas les pénaux, Valère. S'il vous plaît. Et c'est vrai franchement, troisième attaquant, je le prends tous les jours encore. Ah non, putain, mais c'est pas possible ça. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Je le prends tous les jours. Moi aussi. Bon, c'est la fin de ce live. Pour le merchandising. Super. Bon, et maintenant les flops. Sans grande surprise, évidemment, Badiachil. Et on l'a également accompagné de Sidibé. Alors, essentiellement parce que il n'est pas passé loin de la catastrophe. Et puis Caio Henrique et Damien, j'ai quasiment envie de commencer par lui parce que ça fait 2 matchs de suite qu'on le met flop. Ça fait peut-être même un peu plus qu'il est pas très rayonnant. Et c'est vrai qu'on avait tendance un petit peu à le considérer comme acquis, qu'il était titulaire indiscutable. Mais il faut aussi reconnaître que ça fait quand même quasiment depuis le début de saison, pas tout à fait, qu'il est beaucoup plus en difficulté que lors de sa première saison. Après, ce qu'il sauve, c'est que derrière... oui. De fait, il est indiscutable parce qu'il n'y a personne derrière, en fait. C'est pas Jacobs qui va lui mettre la concurrence, franchement. Jacobs, c'est un... A priori, non. Disons surtout que Jacobs, on nous a vendu ça comme un défenseur, mais en fait, visiblement, il a pas l'air d'être vraiment défenseur en plus. Donc, on peut voir, j'ai pu lire un peu à droite à gauche que visiblement, il était aussi un peu plus ailier que défenseur en fin de compte. Donc, bon. Ouais. Je sais pas, est-ce que Caio est vraiment un très bon défenseur? Très honnêtement, j'en suis pas convaincu non plus. Là, de ce qu'on voit ce soir, de ce qu'on voit depuis quelques matchs et notamment surtout dimanche aussi, où comme tu dis, on l'a mis flop. C'est que là, en défense, il prend une marée un peu régulièrement. Là, ce soir, c'était Bouanga qui lui a mis une Java ce soir.
Clairement, ouais, non, c'est pas pour moi, c'est pas un bon match de sa part. Hein. Il se fait trop souvent régulièrement mystifier. Voilà, c'est là, ouais, je sais pas s'il faut commencer un peu à s'inquiéter, mais il va vraiment falloir qu'il relève son niveau. Oui. Non, puis surtout, offensivement, en deuxième mi-temps, il a perdu tous ses duels, même offensifs. Il s'est fait manger par les défenseurs et en partie Bouanga. Comme tu l'as dit, même défensivement, Bouanga qui est nul depuis 2 ans quand même. Donc, même offensivement, Caillot, on dirait qu'il a rien dans le capot. Hein. C'est vrai. Bon, Sidibé, on en a parlé. Hein, moi, en tout cas, c'est essentiellement à cause de ça qu'on a décidé de le mettre flop. Sa mi-temps à côté de ça est pas désastreuse, mais il aurait pu coûter très cher et Kovac a eu la très bonne idée de le sortir à la mi-temps. Alors, je vois évidemment que ça gueule parce qu'on n'a pas mis Nubel flop. On avait bien compris hein, que c'était l'idée maîtresse de tes messages depuis tout à l'heure, Rude. Pas de boulette. Mais ouais, non, puis même sur le but, alors il est pas décisif, mais est-ce que ça mérite vraiment d'être flop? Bon, j'en suis pas convaincu, puis t'inquiète pas, il aura le temps d'y être maintes et maintes fois d'ici la fin de saison, s'il continue à ce rythme-là. Et enfin, Badiachil, Arthur, bon là évidemment c'est pas non plus très compliqué de savoir pourquoi, mais qu'est-ce qui nous a foutu sur l'égalisation stéphanoise? C'est quoi cette protection de balle sortie de nulle part? Non, je te dis ça. On a tellement dit que Neymar avait fait faute sur Malo Gusto ce week-end avant que lui-même n'obtienne la faute que Badiachil s'est dit peut-être que là ça va être priorité à la défense. Donc il a essayé de, j'en sais rien. Je pense qu'il s'est mélangé les pinceaux, mais il est tombé. Bien, il a essayé de réclamer une faute. Voilà, donc non. Avant de te rendre la parole, je préfère m'auto-corriger. J'ai dit dans le capot, c'est sous le capot. Hein, voilà. Ça évitera que ça soit inclus dans le bingo de Damien. Voilà. Merde. Merde. Non, mais Badiachil, ouais, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Et c'était loin pire récemment. Et ce soir, c'est cata. Mais même avant ça, on le sentait quand même pas bien serein. Depuis 2 rencontres, le meilleur, alors c'est Dizazi. Donc, comme quoi, encore une fois, on sait jamais. On sait jamais. Ouais. C'est le moins mauvais, quoi. En tout cas. Non, Maripane, ce week-end, il a été catastrophique. Il était dans les flops. C'était même pour moi le pire de tous de la défense. Et il sort blessé. Bon, ça, le pauvre, il y est pour rien. Mais Maripane, arrêtez avec Maripane. Non, mais j'arrête rien du tout. J'ai jamais commencé. Non, mais c'était pas à toi. C'était pas à toi que je parlais. Hein. Mais non, mais autant ce week-end, Disasi. Mais là, Disasi, il est à 2 doigts de nous refaire une passe décisive pour le coup sur le 3e poteau. C'est vrai. Donc, Ah oui, non, mais attends, tout n'est pas parfait, hein, loin de là. Oui. Et Disasi qui avait encore le brassard de capitaine ce soir. Bon, ça... Alors certes, il n'y avait pas de Chouameni et Ben Yedder sur le terrain au début du match, mais faudra vraiment qu'on nous explique un jour pourquoi. Ouais, je le donnerai plus à Sidibé dans ces cas-là, oui. Disasi, il coupe le centre là en fin de match. C'était un beau geste défensif d'ailleurs, mais il était pas loin de célébrer. Hein. Tu sens les mecs quand même qui ont besoin de. Ils sont pas en confiance, ça c'est une certitude. Nubel, Damien, bon, je crois qu'il y a pas grand chose à ajouter. Hein. Non, encore une fois, c'est le poteau qui a fait le travail. Hein. De toute façon, faut être honnête. Hein. Le garçon, il ne prend pas un ballon. Il se fait même chambrer dès qu'il a un ballon par le stade, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes dans le stade, le gars se fait quand même chambrer. Franchement, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, je pense qu'il faut éviter de tirer sur l'ambulance. Là, ça sert à rien. Foutez-nous Majewski, mais faudra que, à un moment donné, il faudra aussi que Kovac rende des comptes s'il continue de l'aligner, parce que tout le monde le voit que ça va pas. Pourquoi s'obstiner autant? Ça, c'est un truc qui me dépasse. Et puis ça rassure pas la défense centrale quand même. Bien sûr, clairement pas. T'as pas confiance en ton gardien, c'est compliqué. Personne rassure personne en fait dans cette défense. Matazzo, très rapidement, je l'ai trouvé décevant. Voilà, pas une bonne mi-temps pour le jeune Belge. Malgré tout, moi, je continue de le mettre devant Jean-Lucas dans la hiérarchie, donc je suis content que ça ait été lui qui était titulaire ce soir. C'est pas une bonne prestation, c'est pas catastrophique non plus. Il est remplacé par Golovin, un profil plus offensif, mais aussi du fait qu'on soit un de plus sur le terrain. Donc j'ai envie de le revoir, mais c'est vrai que c'est pas la prestation du soir qui m'a
qui m'a fait le lever de mon fauteuil. Crépin Arthur. Bon, on commence à voir des bribes de quelque chose. Bon, c'est très léger, mais malheureusement, ce soir, il a également vu un crâne d'un peu trop près et on risque de l'avoir perdu pour quelques semaines, puisque protocole, je crois que même en foot, c'est un mois. C'est ça. Ouais. Du coup, on a appris qu'on avait le droit à un 6e changement. C'est vrai. Grâce à ça. Merci Crépin. Non, moi je pense que malgré tout, sur le premier but, je pense quand même qu'il fait exprès la déviation, et d'ailleurs ça crée un décalage. Il était intéressant en Europa League l'autre jour contre Stuttgart. Non, c'est vrai ça que ça commence petitement. C'est un peu dommage. Je sais que tu l'as mis en pire joueur toi, de la saison, je crois, sur oui, son chrono. Mais on sent que le mec, ouais, toi aussi. Bon, on sent que le mec quand même, il me plaît plus, on va dire, sur les peu de fois qu'on l'a vu cette année que l'année dernière, où l'an dernier, tu sentais qu'il faisait que jouer vers l'arrière, alors que ses qualités, c'est la percussion. Donc, je ne sais pas s'il aura l'occasion d'exploser, parce qu'il y a beaucoup de turnover, c'est dur encore d'intégrer pleinement le 11. Mais bon, on l'a très peu vu, mais quand on l'a vu, j'ai trouvé ça pas trop mal. Il a eu de la réussite en deuxième mi-temps aussi, avec un 1-2 qu'il a fait avec Voland. Alors, j'ai du mal un peu à décrire, mais il s'est retrouvé seul dans la surface après avoir fait c'est quand Golovin est bien arrêté par le portier. Sur l'occasion de Golovin, où il se crée la brèche tout seul, fin de corps. Bon, peut-être que lui, il ne s'attendait pas non plus, mais en tout cas, c'était peut-être le seul en 1 contre 1 qui était capable ce soir de créer des différences. Avant l'entrée de Golovin, de Ben Yedder. Ouais. Kevin Folland, on en a quand même pas mal parlé. Voilà, il était pas loin d'être un top. Il marque un but, il fait une passe. Il est toujours il manque peut-être un petit peu d'intérêt dans le jeu, mais il a le mérite d'avoir été décisif et c'est pour ça qu'on l'aimait l'année dernière. Et oui, plutôt propre. Donc c'est clairement sa meilleure prestation depuis le début de saison. Mais vous allez me dire, il n'y avait pas de mal non plus. Et donc pour conclure au niveau des titulaires, Damien Myron Boidou, qui a eu le mérite d'obtenir le carton rouge adverse, mais sinon, c'est un profil différent. En fait, c'est au moins son intérêt, c'est que lui, sur le terrain, nous permet d'avoir un attaquant vraiment différent qui peut apporter un peu de profondeur. Pas sûr qu'un Ben Yedder serait allé chercher le penalty, vu qu'il a l'air quand même de tirer 3 caravanes encore. Boidou, j'aurais bien aimé le voir quand même rester sur le terrain avec Golovin, avec Ben Yedder. Je sais pas, on l'a pas trop vu, mais je l'ai trouvé pas inintéressant, même sur une occasion vendangée là en fin de match par je sais plus qui, c'est lui qui crée aussi le décalage. Bon, il y a cette action du rouge. Bon, il s'est un peu mélangé les pinceaux en début de match, comme tu l'as dit Damien tout à l'heure. Mais je sais pas, il est pas en réussite encore, mais je le trouve pas non plus catastrophique. C'était pas catastrophique, non, c'est pas le terme, c'était pas bon. On en veut évidemment plus, mais c'était pas catastrophique. Je vais quand même un peu entre guillemets le sauver. Je pense que c'est quand même sa moins mauvaise prestation qu'on ait vue jusqu'à ce jour. On l'a pas beaucoup vu, je te l'accorde, mais je trouve que c'était ce soir peut-être la plus intéressante. Il a rien raté de honteux comme contre Nice. Il obtient effectivement donc ce carton rouge d'Étienne Green. Où en plus il était passé quand même, il fait le contrôle, fait la différence pour le coup, donc voilà, il y a ce profil de profondeur qu'il apporte et donc ça nous manquait un petit peu, donc écoute, on verra bien, mais j'ai envie de dire que c'est mieux que ses précédentes sorties, donc allez, croisons les doigts et #patience. #patience. Les entrées de la mi-temps, Damien, c'était Aguilar et Golovin. On va les faire ensemble parce que eux ont quand même disputé 45 minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce qu'ils ont bien apporté en seconde mi-temps ? Écoute, Golovin, oui, très clairement. Il a fait vraiment une bonne entrée. Il a apporté donc dans un registre un petit peu plus bas sur le terrain.
C'était pas inintéressant, mais en même temps, on se rappelle quand on essayait de le caser il y a 2-3 ans dans nos 4-4-2 là, à la Jardim. On se disait, tiens, et si Golovin, on le mettait en relayeur un peu 8 avec un 6 à côté. Enfin, on se disait qu'il pouvait être aussi un peu plus intéressant comme ça. Là, c'est un petit peu finalement où il s'est retrouvé. Alors, ce qui n'empêchait pas aussi d'aller un peu plus, d'avoir un peu plus de liberté offensive, hein, bien sûr, parce que le schéma, quand même, comme je disais, des fois, on est en 3-2-5 en phase offensive. Donc, voilà, il faut ramener un peu des joueurs vers l'avant. Donc ouais, il a vraiment pas mal apporté quand même. Il s'est mis en évidence. Je crois que c'est lui qui fait une belle frappe qui est sauvée par Bajic, il me semble. Suite à Diata, ouais. Voilà. Donc du coup, moi j'ai trouvé que voilà, il confirme que sortie du banc, c'est mieux. Ouais, il est bien, Golovin. Je l'attendais. Ça a contribué au. Je l'attendais. Non mais c'est vrai. C'était pour toi. Bah oui, évidemment. Et tous ceux qui sont sortis du banc ce soir, c'était mieux de toute façon. Donc. Fallait les sortir du banc ce soir. Et il y a donc eu 3 autres changements, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y a eu que 5 changements du coup ce soir. Non, 6. Mais merde, c'est qui le 6e? Jean-Lucas. J'ai Jean-Lucas, Pavlovic et Tchouaméni. Qui est le plus Ben Yedder, plus Aguilar. Ah putain, mais oui, non, mais Ben Yedder, c'était. J'avais oublié Ben Yedder. C'est ça. Mais c'est vrai que dans mon esprit, comme il n'est pas remplaçant, mais tout à fait. Bon donc les 3 derniers, Tchouaméni a joué un petit peu plus que les 2 autres. Bon, les 2 autres, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est même absolument rien. Par contre, Tchouaméni, en peu de temps, quand même, c'est pas mal encore sa petite rentrée en jeu de Damien. Ah oui, non, c'est sûr. Ça... tout de suite, il a apporté. Et comme on a vu un Fofana qui a été, qui est resté dans la lignée de son match, c'est-à-dire qu'une fois que Tchouaméni est rentré, il s'est pas caché. On a eu 2 milieux qui ont ratissé, qui ont très bien jailli et qui ont complètement bouffé Saint-Etienne sur la fin, très clairement. Donc, voilà, très très propre au niveau de l'entrée de Tchouaméni. Après, voilà, il est resté même pas 20 minutes sur le terrain, je crois. 70e, il rentre. Ouais, donc il est resté 20 minutes sur le terrain. Bon. Mais voilà, effectivement, tout de suite, on a vraiment tout de suite senti son apport, quoi. Bon voilà, messieurs, qui conclut ce débrief. Donc la 2e victoire de la saison en Ligue 1. Monaco donc se retrouve avec 8 points donc sur 21 possibles. C'est évidemment peu, très peu, trop peu. La prochaine émission, la prochaine rencontre, c'est donc dimanche 17h Monaco qui se déplace donc chez toi Arthur, à Clermont, dans ton Auvergne natale. J'espère que ça sera un très mauvais dimanche pour Clermont, Arthur. Jusqu'à 21h. Moi aussi, tout on s'affronte. Me demande, mais je reste quand même pour Monaco, bien sûr. Oui, Sachant que Shaqiri a marqué. Je suis dégoûté là, par contre. Et on nous dit 6 changements parce que comme il y a eu un protocole commotion, ça permet de réaliser en fait, le changement sur protocole n'est pas compté comme changement. Il faut que le protocole, évidemment, soit avéré par un médecin qui indépendant. Indépendant, parce que sinon, ça serait entre guillemets un peu. Sinon, tous les mous du bulbe, on va leur dire, on va leur trouver une commotion. Ouais, voilà. Ça va vite faire. C'est un petit peu ça. Là, ça va être rapide. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir accompagné. Donc, la prochaine rencontre, c'est donc ce dimanche. Et il y aura un débrief en suivant. Merci de m'avoir accompagné, messieurs. D'ici là et d'ici dimanche, portez-vous bien. Et Dage Mounegou. Et bisous.